Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une première discussion pour un futur plus numérique. Direction le sud du pays où dit qu'il a vibré au rythme de la poésie qui s'est tenue à la ville de l'Unité. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, on s'est dit un appel urgent à une déclaration constitutionnelle temporaire pour sauvegarder l'unité. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, ce matin, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a organisé au sein du prestigieux Salam Tower un atelier de formation intitulé « Préparation et notification des incidents et de sécurité ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort continu pour renforcer les compétences et les connaissances des professionnels du secteur public en matière de cybersécurité. Une thématique cruciale à l'ère de la digitalisation croissante des administrations présidées par le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed. Cet événement a également vu la participation active du directeur général de l'ANCI, M. Moustapha Mohamed Ismail, réunissant des experts en cybersécurité, des responsables informatiques ainsi que des représentants des ministères et institutions étatiques. Cet atelier a constitué une plateforme privilégiée pour échanger sur les meilleures pratiques et stratégies visant à anticiper, gérer et répondre efficacement aux incidents de sécurité informatique. Les discussions ont porté sur des sujets fondamentaux tels que les protocoles rigoureux des notifications des incidents, les outils avancés de gestion des crises numériques et les méthodologies d'évaluation, d'analyse des risques cybernétiques. Participants ont eu l'opportunité de familiariser avec les cadres normatifs internationaux et des approches modernes permettant de préserver l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des systèmes d'information. En organisant cet atelier, l'ANCI réaffirme son engagement en faveur de la promotion d'un environnement numérique sécurisé au sein de l'administration publique. Elle met aussi en avant l'importance d'une réponse rapide, coordonnée, adaptée face aux menaces potentielles. Rappelons que améliorer la résilience des systèmes d'information, mais aussi sensibiliser les acteurs clés à l'urgence d'une culture de cybersécurité partagée. Eh bien, cet atelier témoigne ainsi de la volonté du gouvernement de doter ces institutions des moyens nécessaires pour faire face aux défis contemporains liés à la protection des données et à la sûreté des opérations numériques. Écoutons le secrétaire général du gouvernement. Je voudrais en premier lieu féliciter l'ANCI pour cette initiative et pour l'organisation de cet atelier. Aujourd'hui, c'est de l'expertise djiboutienne qui est là. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes djiboutiens qui sont là et qui vont partager avec d'autres djiboutiens leur expertise. Et c'est ainsi que nous pourrons, en mettant ensemble nos ressources, que nous pourrons combattre les menaces auxquelles nous sommes confrontés jour après jour. Ces menaces, ce sont des menaces qui ont trait à la cybersécurité, et ces menaces, elles sont omniprésentes. Tous les jours, nous voyons donc des attaques. Ces menaces, elles sont souvent invisibles, elles sont souvent insidieuses, elles sont parfois aussi implacables. Autrefois, donc, ceux qui étaient derrière ces attaques, c'était des experts en cybercriminalité. Aujourd'hui, ces menaces, elles sont à la portée de tout le monde. Ce sont des individus, bien souvent des individus, des groupes d'individus, parfois même des puissances publiques, des États, qui sont souvent mal intentionnés et qui sont derrière ces différents types d'attaques. Nous n'avons plus besoin d'avoir des expertises particulières pour pouvoir aujourd'hui devenir un cybercriminel. Et à travers maintenant la révolution que nous voyons dans l'intelligence artificielle, qui est d'abord source de promesses, mais aussi qui permet aussi de former des gens sur des nouvelles attaques. Et ces attaques qui sont de plus en plus difficiles à détecter et qui, entre les mains de cybercriminels, peuvent faire des dégâts importants. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai souligné, nous avons aboli les frontières. Il n'y a plus de frontières. Le monde qu'hier, on disait le monde est un village. C'est un village, effectivement, pour la prospérité, mais c'est aussi un village pour toutes les attaques auxquelles nous sommes confrontés.
Autre actualité, je vous dis dans le titre, le ministre des Finances a reçu une délégation du groupe Visa, représenté suite vice-président du Visa pour le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Cette visite marque le début d'un dialogue stratégique visant à explorer les opportunités de collaboration dans le domaine des services financiers numériques. Lors de cette première rencontre, l'équipe Visa a présenté des solutions technologiques et ses expertises mondiales en matière de paiement électronique, de sécurité numérique, d'inclusion financière. Cette proposition s'inscrit dans une dynamique mondiale qui favorise la transition vers une économie sans cash et soutient le développement des infrastructures digitales modernes. Le ministre des Finances a souligné l'intérêt du gouvernement à renforcer les partenariats avec des acteurs internationaux de premier plan comme Visa. Nous sommes déterminés à transformer notre système financier en modèle moderne, inclusif et résilient, a-t-il déclaré le ministre. M. Switch a réaffirmé que le groupe Visa est prêt à accompagner le pays dans sa démarche de digitalisation financière. Les discussions ont également porté sur des projets et potentiels tels que le déploiement des systèmes de paiement sans contrat. Rappelons que les activités en tant que destination FinTech des positions sont économiques parmi les plus innovantes de la région. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue régulier afin de définir les contours concrets d'une future coopération. Il a rappelé que le ministre du Budget ainsi que le directeur général des douanes ont participé à ce dialogue stratégique ainsi que le haut cadre du ministère de l'économie et des finances. Autre actualité nationale, la deuxième journée de la conférence a été inaugurée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younes Al-Guedi, un événement d'envergure qui confirme la place croissante de Djibouti dans le domaine de la transition énergétique. Ferdous Hussein. La deuxième journée de la conférence internationale sur l'énergie et ses applications a accueilli un nombre important d'experts et de chercheurs venus de 51 universités, et ce en parfaite cohérence avec la vision portée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Cette deuxième journée de la conférence a été inaugurée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younes Al-Guedi. Leur présence a renforcé l'importance stratégique de cet événement pour Djibouti et la région. Les deux ministres ont souligné dans leur discours d'ouverture l'ambition de Djibouti de devenir un acteur majeur de la transition énergétique verte. Les présentations ont mis en lumière les solutions concrètes pour répondre aux défis actuels et futurs. Djibouti, avec sa position stratégique et son engagement fort, se place ainsi comme un modèle en Afrique pour garantir une indépendance énergétique durable et respectueuse de l'environnement. Un engagement qui s'inscrit pleinement dans les grandes orientations de développement impulsées par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour faire de Djibouti un acteur clé de la transition énergétique durable et mondiale. Le président de l'Université de Djibouti, en entamant la série des interventions, a exprimé sa fierté et celle de l'Université de Djibouti d'accueillir un événement d'une telle envergure, soulignant que cet engagement marque l'entrée du pays dans la cour des grands en matière d'innovation énergétique. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Énergie. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de prendre part à cette conférence internationale consacrée sur l'énergie et ses applications, ici en 2025, organisée par l'Université de Djibouti. Je tiens d'emblée à souhaiter aux scientifiques et aux experts venus de nombreuses universités de par le monde, je voyais 51 universités, la bienvenue dans notre pays, havre de paix, pôle de stabilité, terre de rencontre, d'échanges et d'opportunités. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, l'énergie constitue le moteur principal de l'économie et un vecteur puissant d'amélioration des conditions de vie au quotidien des populations. C'est pourquoi ces applications multiples et touchant des domaines divers et variés constituent un enjeu crucial pour notre pays. Grâce au leadership visionnaire du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, en matière énergétique et à sa volonté politique sans cesse réaffirmée et à son projet de société inscrivant la durabilité comme modèle de croissance économique inclusive, notre pays est désormais pleinement engagé dans la transition verte des énergies propres depuis 2015. J'ai saisi cette occasion
pour remercier chaleureusement pour son engagement constant à nos côtés, gage d'atteinte des nobles objectifs énergétiques escomptés et de notre réussite des paris de la transition verte vers les énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, la disponibilité et l'accessibilité d'énergie fiable, abondante, durable et à moindre coût s'avèrent être un impératif au développement socio-économique auquel nous aspirons légitimement. Notre politique énergétique nationale repose donc sur des piliers essentiels. Les premiers piliers concernent l'exploitation de notre vaste potentiel en énergie renouvelable disponible au niveau national, quel que soit d'origine éolienne, solaire, géothermique ou encore issu de la biomasse, de la marée motrice et sans oublier l'hydrogène, le développement du carburant du futur qu'est l'hydrogène vert. Ces choix opérés s'expliquent du fait que ces énergies présentent incontestablement de nombreux avantages pour notre pays. Eh bien, voici le discours du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc exprimer une grande satisfaction pour inaugurer cette conférence avec mon collègue le ministre de l'Énergie. Tout d'abord parce qu'elle réunit 51 universités, ce qui n'est pas rien. Par ailleurs, ces 51 universités, ces personnes qui sont venues partager leurs connaissances vont débattre des enjeux majeurs aujourd'hui au niveau de la problématique énergétique. Cette problématique énergétique est particulière en Afrique. Et en tant qu'Africains, nous sommes tous préoccupés, mais conscients des problèmes énergétiques multiples qui touchent aussi bien la production, elles touchent la distribution, elles touchent l'accès à l'énergie. Et elles font malheureusement encore aujourd'hui, sur les 1,4 milliard d'Africains, que 600 millions d'entre eux n'ont pas accès à l'électricité, et plus particulièrement en milieu rural, où la situation est préoccupante. Et c'est avec beaucoup de fierté, quand j'ai entendu le chiffre qu'a énoncé mon collègue Younis, de dire qu'à Djibouti, nous couvrons 70% des besoins en électricité des populations. C'est un chiffre qu'il faut mettre en avant, parce que je pense qu'on est largement au-dessus de la moyenne. Et ce changement de paradigme que Djibouti a fait en si peu de temps est fort estimable. Et nous ne pouvons que nous en féliciter, mais nous savons que les challenges sont encore énormes. Et Djibouti dans tout ça. Le ministre, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, mais juste dire que nous avons une profonde estime pour ce qu'a fait le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui tout de suite a mis la question énergétique comme prioritaire dans son agenda politique. Il a compris que l'énergie était au cœur du développement économique et social. Par la suite, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, ont effectué une visite remarquée des stands exposant les dernières innovations en matière d'énergie verte et renouvelable. Cette visite, marquée par une volonté de soutien fort à la transition énergétique du pays, a permis aux deux ministres de découvrir de près les avancées technologiques et les contributions des entreprises locales et internationales. Les ministres ont pris le temps d'échanger avec les exposants en s'intéressant particulièrement aux solutions novatrices présentées pour répondre aux défis énergétiques de Djibouti. Des innovations qui répondent aux besoins de Djibouti. Eh bien, dans cette deuxième journée de la conférence internationale sur les énergies et ses applications, deux panels majeurs se sont tenus simultanément dans deux salles distinctes, offrant aux participants un regard croisé sur les avancées énergétiques
en Afrique de l'Est. D'un côté, le centre de l'énergie de l'université de Bahir Dar d'Éthiopie a un panel présenté par 3 de ses experts mettant en avant les dernières innovations et stratégies développées pour l'optimisation des énergies renouvelables. Ils ont notamment insisté sur la coopération régionale, essentielle pour un développement énergétique durable et intégré. Dans l'autre salle, l'Office judiciaire de développement et de l'énergie géothermique a exposé ses avancées en matière de valorisation du potentiel géothermique de Djibouti. La présentation menée par Goudoun Abdelrar a détaillé les projets en cours visant à exploiter cette ressource naturelle inestimable, un levier stratégique pour assurer l'indépendance énergétique du pays. Ces panels simultanés ont illustré 2 visions complémentaires entre recherche académique avancée et applications concrètes sur le terrain, confirmant ainsi le rôle central de Djibouti et de l'Éthiopie dans la transformation énergétique de la région. Autre actualité nationale, une délégation conduite par Mme Roun Osman, directrice de la division de l'industrie, de l'innovation et des minéraux de la Commission de l'Union africaine, accompagnée par des experts internationaux et nationaux, ont effectué aujourd'hui une visite officielle au cabinet du ministre du Commerce et du Tourisme. On prit part à cette cérémonie du document de la politique nationale et de la qualité à Djibouti, plusieurs cadres et conseillers du ministre du Commerce. Afin de soutenir les efforts des pays africains dans le développement et le renforcement de leur infrastructure qualité, l'Union africaine, en collaboration avec les institutions panafricaines de la qualité, PACI, et avec le soutien des partenaires au développement, coordonne les activités du projet d'assistance aux pays membres dans leur effort d'alignement de leur politique qualité avec la politique qualité de l'Afrique, adoptée par le sommet de l'Union africaine qui a eu lieu en 2022 à Niamey, le sommet sur l'industrialisation et la diversification économique, auquel vous avez participé, absolument, Monsieur le ministre, en présence de certains de vos collaborateurs qui sont avec vous aujourd'hui. L'objectif de ce programme est de contribuer à l'harmonisation et à la convergence réglementaire des infrastructures de qualité au niveau national des communautés économiques régionales et du continent africain afin d'assurer la suppression des barrières techniques au commerce pour la mise en œuvre efficace du marché unique et des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, que vous êtes aussi point focal, Monsieur le ministre. Je remercie vivement la République de Djibouti de s'être lancée dans la mise en place d'une infrastructure nationale qualité solide en créant des structures de normalisation et de promotion de la qualité et d'avoir été parmi les premiers pays qui ont bénéficié de cette assistance pour développer la politique nationale qualité. Eh bien, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, a pris la parole pour remercier l'Union africaine pour ce document sur la politique nationale de la qualité à Djibouti. Écoutons-le. C'est avec un grand honneur que nous accueillons aujourd'hui la remise officielle du projet de politique nationale de la qualité de Djibouti, élaboré sous la supervision de l'Union africaine. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Union africaine pour son engagement stratégique et son engagement et son accompagnement indéfectible. On va faire de l'industrialisation et de la compétitivité des économies africaines. Nous sommes convaincus que sous le leadership de son nouveau président, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, que cette institution relèvera de nouveaux défis plus grands. Enfin, mes remerciements font également à toutes les parties prenantes nationales qui ont contribué à l'élaboration de ce document fondamental qui répond aux conditions et aux ambitions de notre pays. Djibouti, autant que hub logistique et commercial majeur en Afrique de l'Est, se doit de garantir la qualité des produits qui transitent et sont commercialisés sur son territoire. Donc la mise en place d'un système propice de normalisation, de certification, d'accréditation et de métrologie est donc une nécessité stratégique pour assurer la conformité aux exigences internationales et renforcer la confiance des partenaires commerciaux.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi cet atelier de clôture consacré au projet englobé dans le cadre du programme ADIL 1 qui s'est tenu ce matin à l'hôtel Kempinski sous le patronage de M. Kassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation. Cet événement marquait non seulement la fin d'un cycle d'initiatives majeures financées par ce programme, mais également une étape décisive dans la trajectoire de développement local et institutionnel du pays. Le programme ADIL, soutenu par l'Union européenne en tant que partenaire stratégique, avait pour ambition première de promouvoir la décentralisation et de renforcer les capacités des collectivités locales afin de favoriser un développement équilibré et durable. L'atelier qui a rassemblé un panel varié, acteurs, clés, responsables du projet ADIL, représentants de l'Union européenne, ainsi que divers experts et parties prenantes, a offert une tribune idéale pour dresser un bilan exhaustif des réalisations accomplies. Les présentations effectuées lors de cette session ont mis en lumière les avancées significatives obtenues dans plusieurs domaines, notamment la modernisation des infrastructures publiques, le renforcement des compétences techniques et managériales des autorités locales et l'augmentation de la participation citoyenne dans les processus décisionnels. Mentionné par les distingués orateurs qui ont pris la parole avant moi. Je pense que c'est impressionnant que ce projet a réussi à faire voir le jour, si je comprends bien, environ 100 de projets dans les 5 régions du pays qui couvrent une large couverture thématique de l'agriculture, à l'accès à l'eau, à la culture hydroponique, initiatives sportives, sociales, infrastructures routières, dont j'ai eu l'occasion de découvrir juste une petite partie lors de ma première mission sur le terrain dans la région de Dikil. Mais je pense que ce qui est très important est aussi ce qui a été investi et les résultats obtenus dans la capacité des institutions et des humains. Eh bien, le programme ADIL 1 restera une référence incontournable dans cette quête collective de développement territorial inclusif et résiliente. Écoutons le président de l'ANCLD. La décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence Mme Guélé, pour promouvoir la démocratie locale, prend ses formes dans le paysage djiboutien. La décentralisation a fait beaucoup d'avancées dans plusieurs domaines, notamment la création d'un ministère dédié à cet effet, montre l'importance que le gouvernement attache à la décentralisation. Avec le programme ADIL, initié en 2020 par le ministère des Finances, avec le soutien de l'Union européenne et exécuté par Expertise France, a permis de consolider et franchir des étapes décisives dans le processus de la décentralisation en République de Djibouti. Au cours des 5 dernières années, le programme ADIL a démontré l'importance de la décentralisation comme levier du développement local, inclusif et durable. Nous avons constaté de nombreuses réalisations concrètes dans nos régions et a permis aussi à nos concitoyens, à nos élus, de se familiariser avec le mécanisme de la décentralisation. Eh bien, cet atelier de clôture était l'occasion de tracer des lignes directrices claires pour les prochaines étapes du processus de décentralisation dans notre pays. Écoutons le ministre de la décentralisation. Le plaisir que me procure aujourd'hui cette présence parmi vous, à l'occasion de la cérémonie de clôture du programme ADIL, qui a été un véritable catalyseur de développement local et de la bonne gouvernance. Il va sans dire que le programme ADIL a été une réussite à tous les niveaux. En premier lieu, au niveau des régions. Le projet a mis en place un système local de gouvernance en accompagnant les initiatives des acteurs locaux, notamment celles des conseils régionaux, dans leur rôle de maîtrise d'ouvrage et de planificateur du développement à la base. Des plans destinés à mobiliser des ressources et présentant la vision de développement de chaque région ont été élaborés. Près d'une centaine de projets qui ont été financés et ont impacté positivement sur les conditions de vie des populations. Un cadre organisationnel avec des processus de travail a été mis en place pour la gestion et le suivi des projets d'investissement. Au niveau central,
Une collaboration rapprochée avec le ministère délégué chargé de la décentralisation pour renforcer les stratégies, la coordination des politiques et les synergies institutionnelles. La contribution ADIL a apporté des compétences techniques nécessaires pour impulser et piloter le processus de réforme en matière de décentralisation. Une nouvelle feuille de route a été élaborée qui trace les orientations stratégiques pour mettre en œuvre la décentralisation. Le travail que nous avons mené a contribué directement à la vision stratégique et politique du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir le développement des régions et le processus de renforcement de la gouvernance locale dans le but de bâtir une société plus moderne, plus équitable et résiliente. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Écoutons-les. Le ministère délégué chargé de la décentralisation, avec à sa tête son Excellence Qassim Haroun Ali, organise un atelier de clôture du programme ADIL, qui est le programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Ce programme est financé par l'Union européenne et il est mis en œuvre par Expertise France. Comme nous le savons tous, donc, le programme ADIL a commencé en 2020 et il vient de se terminer en 2024. Pendant ces 5 ans, donc, le programme ADIL a été une réelle plus-value, une réelle valeur ajoutée donc, dans la consolidation du processus de la décentralisation en République de Djibouti, que ce soit du côté du ministère délégué chargé de la décentralisation, avec bien sûr des renforcements des capacités pour les cadres, avec des équipements, avec un travail avec un travail étroit avec les équipes du projet, avec les collectivités territoriales, que ce soit aussi du côté des collectivités territoriales, que sont nos régions. Idem aussi, donc là encore, il y a eu ce qu'on appelle donc, communément les renforcements des capacités, les équipements pour les collectivités. Direction le sud du pays où la ville de l'Unité dit qu'il a vibré dans l'après-midi d'hier au rythme des vers et des rimes à l'occasion de la phase finale du concours de poésie organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec la préfecture de Dikil et le conseil régional. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles visant à promouvoir le patrimoine linguistique et artistique du pays. La cérémonie de clôture tenue salle de conférence du conseil régional de Dikil, c'était en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboumil Assoui, accompagnée d'une importante délégation de son département. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, notamment Hassan Abdouroble, préfet de la région de Dikil, Mahd Hussein Ahmed, président du conseil régional. Le concours placé sous le thème « L'unité nationale » a mis en lumière la beauté et la richesse des langues maternelles somali et afar. Lors de la phase préliminaire, une centaine de jeunes talents ont pris part à cette compétition poétique, offrant des performances marquantes et inspirantes. De jurés d'experts ont eu la tâche de départager ces jeunes poètes passionnés. Au-delà de l'aspect compétitif, la langue maternelle a encouragé l'expression artistique, a valorisé la poésie comme un outil de transmission culturelle et a renforcé le sentiment d'unité nationale. À travers cet événement, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme ainsi son engagement en faveur de la promotion de l'art et la préservation du patrimoine linguistique national. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en avant le rôle essentiel joué par la langue maternelle dans la construction identitaire et le développement personnel des jeunes générations. Selon la ministre, les jeunes sont invités à s'approprier pleinement leur langue natale, non seulement comme moyen de communication, mais aussi comme outil fondamental de transmission des valeurs, du patrimoine et de l'histoire. La ministre a insisté sur le fait que la langue maternelle dépasse largement sa fonction utilitaire. Elle constitue un véritable socle identitaire qui relie chaque individu à ses racines culturelles. Maîtrise cette langue permettra aux jeunes de mieux comprendre leurs traditions, coutumes et spécifiques, communautaires, renforçant ainsi la préservation du patrimoine linguistique et culturel tout en consolidant la cohésion sociale et l'appartenance collective. Elle a également souligné l'importance des langues maternelles dans la transmission intergénérationnelle des savoirs, histoires et valeurs fondatrices. À travers elles, les jeunes peuvent accéder à un héritage riche et diversifié qui façonne leur vision du monde,
et leur place au sein de la société. Par ailleurs, la ministre a encouragé les jeunes à explorer toutes les subtilités de leur langue maternelle, notamment ses nuances lexicales, expressions idiomatiques, métaphores et particularités styliques. En plongeant ainsi dans la richesse de leur langue, ils développent une sensibilité linguistique qui les aidera à exprimer leurs pensées. Face à la mondialisation croissante qui tend souvent à diluer les spécificités culturelles, la ministre a rappelé que cultiver un lien fort avec la langue maternelle permettra de résister à l'innovation culturelle tout en restant ouvert aux autres langues de culture. Enfin, la ministre a souligné que les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans la promotion et la préservation de leur langue maternelle. Ils sont appelés à devenir des ambassadeurs de leur culture, à transmettre leurs connaissances aux générations futures. Autre actualité nationale, la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonais ont organisé conjointement l'édition 2025 de l'exercice de simulation de transfert des pirates qui constitue un des piliers de la coopération entre les deux institutions. Ferdous Hussein. Dans la journée du 24 février 2025, la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonais ont organisé conjointement l'édition 2025 de l'exercice de simulation de transfert de pirates qui constitue un des piliers de la coopération entre les deux institutions. L'exercice a débuté par un briefing sur le déroulement des opérations dans l'enceinte de la direction de la garde-côte Sissa Lescal qui a rassemblé l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogoré, le commandant adjoint des opérations de la garde-côte japonaise, le représentant résident de la JICA, ainsi que de plusieurs officiers des deux institutions. L'exercice proprement dit a ensuite débuté par le transfert des pirates par les gardes-côtes japonais depuis le navire jusqu'aux patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne afin de réaliser un transfert à terre. Les équipes ont accosté au quai de la garde-côte situé à l'escale où les pirates ont été transférés dans un bus sous sécurité et ont été ensuite escortés jusqu'à la base d'autodéfense japonaise à Djibouti afin d'embarquer les supposés pirates à l'avion. Objectif principal de cet exercice de simulation est de transférer la coopération et la collaboration entre les équipes des deux institutions dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. À la fin de l'exercice, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a exprimé sa fierté de l'excellence des relations entre les deux pays. Ensuite, le colonel Waïs Omar Bogoré s'est exprimé longuement et est revenu sur les liens qui unissent la garde-côte djiboutienne aux garde-côtes japonaises. Il a particulièrement salué le sérieux et le professionnalisme de tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour assurer la réussite et le bon déroulement de cet exercice de simulation qui est un nouveau témoignage de la collaboration entre les deux gardes-côtes japonaises et djiboutiennes. Eh bien, l'ambassadeur a rappelé que la coopération est la voie la plus sûre pour lutter contre toute menace qui pèse sur le domaine maritime et la piraterie maritime qui constitue une des pires menaces. Écoutons-le. Je tiens tout d'abord à remercier le colonel Waïs et son équipe de la garde-côte djiboutienne pour leur soutien et la collaboration avec la garde-côte japonaise. Cette fois-ci, je suis très heureux de pouvoir assister au 10e exercice d'escorte des pirates arrêtés en mer. C'est grâce à la collaboration de la garde-côte djiboutienne que la garde-côte japonaise peut réaliser cet exercice. Nous avons travaillé jusqu'ici et nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour sauvegarder la sûreté et la sécurité de la mer pour des causes communes. Eh bien, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a fait un bilan élogieux des relations stratégiques qui unissent son institution et leur homologue japonais. Cette coopération tissée dans les domaines de la sécurité maritime, de la formation et du renforcement des capacités opérationnelles s'est affirmée comme un pilier essentiel pour assurer la stabilité régionale dans le détroit de Bab el-Mandab et le golfe d'Aden. Le colonel Waïs Omar Bogoré a mis en avant
et en lumière l'importance des liens étroits entre la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonais, soulignant que cette collaboration s'est traduite concrètement par des efforts conjoints pour garantir la sûreté et la sécurité des voies maritimes stratégiques. Le détroit de Bab el-Mandeb, point de passage crucial pour près de 10% du commerce mondial, représente un enjeu majeur pour la communauté internationale. Les deux parties travaillent main dans la main pour améliorer les capacités de surveillance et des réponses rapides aux incidents maritimes. Grâce à ces partenariats, la garde-côte djiboutienne bénéficie non seulement d'un appui technique et logistique, mais aussi d'une expertise reconnue mondialement. Un autre clé dans cette relation a été souligné par le commandant djiboutien, le soutien indéfectible apporté par le Japon dans le domaine de la formation. Ces derniers ne se contentent pas d'offrir un accompagnement ponctuel, il investit durablement dans la montée en compétences des agents de la garde-côte djiboutienne, des programmes spécifiques ainsi que développés pour former les personnels aux techniques modernes de navigation, de gestion des crises maritimes et d'intervention en haute mer. Le colonel Waas Marbouré a également profité de son intervention pour saluer avec force, louange, le sérieux et le professionnalisme déployé lors de l'exercice de simulation récemment organisé. Cet événement conçu pour tester et affiner les procédures d'intervention en cas de crise a permis de mettre en pratique les enseignements tirés de la collaboration avec les gardes-côtes japonaises. L'exercice a mobilisé, a-t-il dit, toutes les parties prenantes militaires, techniciens, afin de simuler différents scénarios complexes impliquant des attaques contre des navires marchands ou des situations d'urgence environnementale. Selon le commandant djiboutien, cet exercice constitue un nouveau témoignage de l'engagement commun en préservant la paix et la sécurité dans cette région stratégique. Direction le nord du pays où le Diwan al-Zakad, la distribution du Zakad et parrainage dans le cadre des efforts déployés par le Diwan al-Zakad pour renforcer la solidarité sociale. La région de Bok, au nord du pays, a été le théâtre de la distribution des fonds de la Zakat pour l'année 2024, ainsi que des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins pour l'année 2024. L'événement qui s'est tenu sous la supervision du directeur général du Diwan al-Zakad, Suleiman Hussein Moussa, en présence du préfet de la région de Bok, Moussa Adem Migeni, ainsi que de plusieurs responsables locaux. Au total, 102 personnes parmi les plus démunies, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont bénéficié de cette distribution, soit 61 orphelins ayant reçu une aide dans le cadre du programme de parrainage. Le directeur général du Diwan al-Zakad a souligné que cette action s'inscrit dans une série d'activités à travers le pays témoignant de l'engagement envers sa mission humanitaire et sociale, avec pour objectif de garantir la justice sociale et d'améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, en Syrie, un appel urgent a été lancé à une déclaration constitutionnelle temporaire pour sauvegarder l'unité. Ferdous Hussein. La conférence du dialogue national syrien accélère l'adoption d'une déclaration constitutionnelle temporaire pour la transition, accompagnée de réformes politiques et de mesures pour l'unité nationale. La conférence du dialogue syrien a mis en avant l'urgence d'adopter rapidement une déclaration constitutionnelle temporaire afin d'assurer une transition politique stable et d'éviter tout vide constitutionnel, selon le communiqué rendu public mardi. Par ailleurs, la conférence a réaffirmé fermement l'intégrité territoriale de la Syrie, appelant au retrait immédiat d'Israël des territoires syriens occupés, tout en rejetant catégoriquement toute tentative de diviser le pays. La conférence a condamné l'incursion d'Israël comme une violation flagrante de la souveraineté de l'État et a exigé un retrait immédiat et inconditionnel. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.